d'économie politique et de développement social. Des capsules produites par Benoît Prévost, responsable du master intervention et développement social de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Bienvenue pour cette première capsule sur le néolibéralisme. Le néolibéralisme se présente avant tout comme un ensemble de politiques publiques. Nous aurons l'occasion de détailler dans une autre capsule le contenu de ces politiques économiques et sociales qui se sont généralisées dans les années 1990 et dont les précurseurs politiques ont été Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. On pourrait prendre de nombreuses citations de l'une ou de l'autre pour tenter de synthétiser l'esprit des politiques néolibérales. Par exemple, Reagan a affirmé lors de son discours d'investiture que l'État n'est pas la solution à nos problèmes, l'État est le problème. La formule de Margaret Thatcher que nous avons choisie illustre bien ce qu'est l'âme du néolibéralisme. En affirmant que la société n'existe pas, ce que Margaret Thatcher a à l'esprit, c'est la responsabilité individuelle. Contre les analyses qui insistent sur le rôle des structures sociales, dans la détermination des inégalités socio-économiques, dans la détermination des trajectoires de vie des individus, les néolibéraux vont mettre en avant, au contraire, le rôle déterminant des choix individuels, ce qui revient à la fois à responsabiliser chacune et chacun de la vie qu'elle mène, de ses erreurs et de ses réussites. Surtout, cela permet de déresponsabiliser le reste de la société qui n'a pas à prendre en charge les erreurs individuelles. Et il n'y a donc pas à prélever un impôt sur ceux qui réussissent pour aider ceux qui échouent à la suite de choix individuels, éventuellement irresponsables. Nous y reviendrons dans une autre capsule. La responsabilisation individuelle des pauvres et la déresponsabilisation sociale des riches vont de pair dans le néolibéralisme. À de nombreux égards, on peut même dire que ce double mouvement est l'essence même des politiques économiques et sociales du néolibéralisme. C'est ce que justifie une transformation radicale de l'État que nous analysons dans la capsule numéro 2 sur le néolibéralisme. Pour comprendre cette transformation, il faut revenir sur la période qui a précédé le succès électoral de Reagan et Thatcher. La période de l'après-guerre avait été marquée par une forte intervention de l'État qui faisait consensus. Il s'agissait non seulement d'un État investisseur et planificateur, dans le cadre de la reconstruction d'après-guerre, mais aussi d'un État régulateur de l'activité économique, à travers des politiques monétaires et conjoncturelles, mais aussi enfin et surtout d'un État redistributeur, et même dans certains pays producteur de services publics et de protection sociale. Il s'agissait d'une sorte de consensus keynésien, même si le terme est exagéré. Exagéré parce que le consensus n'allait pas sans une certaine contestation et de fortes variantes d'un pays à l'autre. Et surtout parce que l'influence de Keynes était en fait assez réduite d'un point de vue purement théorique. Nous y revenons dans une autre capsule sur les théories économiques. Quoi qu'il en soit, la trentaine d'années qui suit l'après-guerre est marquée dans les pays riches par la baisse de la pauvreté et des inégalités, par l'épanouissement de la classe moyenne et par le développement de la consommation de masse, de l'accès à la petite propriété, etc. Le capitalisme, accompagné par un État fort et interventionniste, semble alors tenir ses promesses d'une vie meilleure, tandis qu'au même moment, en Union soviétique, le socialisme peine à remplir les magasins. Ce sera d'ailleurs un argument fréquemment utilisé sur la scène politique pour justifier de la supériorité du capitalisme. Dans le même temps, les institutions économiques internationales mises en place à Bretton Woods en 1944, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou encore le GATT, ont accompagné la signature d'accords internationaux qui ont favorisé le libre-échange. Dans un contexte de progrès économique dans les transports maritimes notamment et d'une énergie pétrolière à bas prix, les années 1960 seront celles d'une accélération de la mondialisation. Cette dernière est alors orchestrée par les grandes firmes multinationales américaines et européennes principalement, aussi bien dans le domaine industriel qu'agroalimentaire. C'est ce qu'on appelle le régime de croissance fordiste. Celui-ci s'est essoufflé à la fin des années 1960 et les chocs pétroliers de 1973 et 1974 vont sonner la fin de ce qu'on a appelé par la suite les 30 glorieuses. À mesure que la crise s'est amplifiée, en particulier avec l'augmentation rapide du chômage, les thèses libérales prônant le désengagement de l'État et le retour au marché vont gagner en popularité. Friedrich Hayek et Milton Friedman incarnent ce discours qui fustige l'intervention de l'État. Ce sont d'ailleurs les deux auteurs de chevet de Margaret Thatcher. De fait, il s'est bien agi d'un retour des thèses libérales, ce qui suggère qu'elles étaient bien antérieures à la crise des années 1970. Il nous faut donc à nouveau remonter le cours du temps. Dans les années 1930 ont eu lieu de nombreux débats sur l'avenir du libéralisme qui avait jusque-là dominé la scène politique occidentale.
Le colloque Lippmann, organisé par l'essayiste du même nom en 1938 à Paris, a été un temps fort de ces débats. L'intervention massive de l'État, après la Seconde Guerre mondiale, dont on vient de parler, n'allait en réalité absolument pas de soi quelques années encore auparavant, même si, dès les années 30, l'économiste John Maynard Keynes, dont on a parlé tout à l'heure, avait théorisé cette intervention. En fait, à bien des égards, on peut considérer que l'action publique de l'après-guerre s'est en partie inscrite dans la continuité des politiques qui ont commencé à être mises en œuvre par certains gouvernements, comme celui de Roosevelt aux États-Unis, à partir de 1932. Dressons rapidement le tableau de la situation. L'intervention économique de l'État est restée très ponctuelle depuis la révolution industrielle. En matière d'intervention économique de l'État, pendant le 19e siècle et jusqu'à la crise de 1929, les théories dominantes consistaient à affirmer que 1. Le marché est la seule force régulatrice de l'économie et 2. Les crises sont liées à des accidents ponctuels et sont des phases de régulation qui assainissent la situation économique, quitte à payer un coût social élevé. Attention, je parle bien là des thèses dominantes. De nombreuses thèses alternatives, développées en particulier par les auteurs socialistes puis marxistes, ont bien montré pendant tout le 19e siècle le caractère structurel des crises économiques et comment le marché produit lui-même les conditions de la crise. Nous y revenons dans d'autres capsules. Avec le New Deal, dans les années 30, Roosevelt a imposé un rejet du fatalisme libéral. À travers des dépenses publiques massives, notamment dans les infrastructures, des barrages, des autoroutes, etc., l'État peut à la fois créer de l'emploi et renforcer la dynamique de croissance en mettant en place les infrastructures sur lesquelles s'appuient les entreprises privées pour pouvoir développer leur activité. Dans les années 1930, les libéraux sont à la fois confrontés au succès de Roosevelt. Sa politique permet aux États-Unis, par exemple, de recréer de l'emploi, de lutter contre la pauvreté, même si bien entendu la situation n'est pas parfaite. Mais aussi, les libéraux sont confrontés aux conséquences politiques de la récession économique. Ainsi, en Allemagne, le succès du national-socialisme montre que la démocratie peut conduire au fascisme comme réponse aux conséquences sociales des crises capitalistes. Dans le même temps, en Russie, le socialisme s'accompagne d'une montée en puissance industrielle et militaire qui pourrait tenter de nombreux mouvements ouvriers en Occident. Bref, les menaces sont multiples et convergent vers un constat assez simple. Le capitalisme n'est en rien un support de la démocratie et la démocratie pourrait conduire à sortir du capitalisme. Nous approfondissons ces questions dans une autre capsule et en particulier, nous reviendrons sur les conceptions opposées de la démocratie qui voient le jour dès les années 1920, en particulier celles qui opposent Dewey et Lippmann. Ce que nous en retenons pour le moment, c'est que la démocratie était très fragile et très débattue. C'est dans ce contexte que les principaux économistes et philosophes libéraux se réunissent à Paris en 1938 à l'invitation de Lippmann. Deux grandes positions vont se dégager de ce colloque. La première, majoritaire, est portée par des économistes allemands comme Röpke. L'intervention de l'État est inéluctable, à la fois parce qu'il sera difficile de revenir en arrière, mais aussi et surtout parce que le capitalisme et le marché doivent être accompagnés, encadrés, régulés. Il s'agit, pour Röpke, de créer un ordre marchand en créant les institutions les plus efficaces pour stimuler les vertus de la concurrence et en mettant en place des politiques publiques qui viendraient corriger les effets potentiellement négatifs du marché lorsqu'ils se manifestent. Cette branche du libéralisme est aussi appelée ordolibéralisme. Elle influencera fortement les politiques allemandes de l'après-guerre et surtout la construction européenne. La seconde branche qui s'est dégagée lors du colloque Lippmann est minoritaire. Hayek en est le représentant le plus exemplaire. Accepter une intervention même minime de l'État, c'est accepter les risques de dérive vers le socialisme. Hayek sera l'un des pères fondateurs de ce qu'on a appelé par la suite le libertarianisme, une forme radicale de libéralisme qui, nous le verrons ailleurs, a le mérite de ne pas se présenter pour autre chose que ce qu'elle est. Hayek ne promet pas un monde plus juste, car pour lui, la justice sociale est un mirage. Il promet juste un monde plus libre et surtout respectueux des droits fondamentaux définis autour de la propriété de soi. Nozick sera aussi l'un des penseurs du libertarianisme et le titre de son principal ouvrage, paru en 1974, en résume assez bien la philosophie. Anarchie, État et utopie. Les libertariens sont également appelés anarcho-capitalistes ou anarchistes de droite, comme s'en réclame par exemple le président argentin élu en novembre 2023, Javier Milei. On a ici une autre version synthétique des thèses libertariennes, coupée dans les dépenses publiques à la tronçonneuse. Nous consacrerons
une capsule spécifique au libertarianisme et à la question des droits fondamentaux défendus par les libertariens, qui sont d'abord et avant tout des droits de propriété. Les différentes branches du libéralisme qui s'affirment en 1938 puisent leurs racines dans un corpus théorique commun qui s'est formé à la fin du XIXe siècle. Nous continuons donc notre retour dans le temps. La théorie néoclassique s'est affirmée institutionnellement à l'université de Cambridge, en Angleterre, où Alfred Marshall a créé la première chaire d'économie politique. Malgré de nombreux amendements, la théorie néoclassique reste la structure théorique de base de l'économie standard aujourd'hui encore. Parmi les étudiants de Marshall, on trouve notamment Cécile Pigou qui, d'après Keynes, qui fut lui aussi un autre élève célèbre de Marshall, Pigou qui est, pour Keynes donc, l'incarnation des dogmes libéraux en matière d'intervention économique de l'État. Pendant que l'économie néoclassique se développe en Angleterre, un courant proche se forme en Autriche avec des auteurs comme von Mises et Hayek, encore lui. C'est l'école autrichienne qui donnera naissance au libertarianisme et dont l'un des pères fondateurs est Karl Menger. Celui-ci, dans les années 1870, a contribué à ce qu'on appelle la révolution marginaliste dont l'école néoclassique est issue. Cette révolution marginaliste, à laquelle a fortement contribué Léon Walras, un économiste français, a été une rupture théorique dans l'histoire des idées économiques. En tant que rupture, elle doit donc être interprétée à l'aune des théories qui la précèdent. Mais là, les affaires se compliquent. Faut-il remonter à Marx, qui a été le fossoyeur des théories libérales classiques et dont les critiques ont justifié les changements théoriques profonds de la théorie libérale néoclassique ? Mais alors il faut également s'intéresser à John Stuart Mill, le dernier des grands classiques. Il faut également se pencher sur les auteurs socialistes qui ont contribué, comme Marx, à la critique de l'économie libérale, aussi bien sur un plan théorique que politique. Il faut alors aussi mentionner les grands auteurs du libre-échange, comme Ricardo ou Malthus. Mais comment alors ne pas s'arrêter sur Bentham, le père de l'utilitarisme, qui a fortement influencé le néolibéralisme d'un Walter Lippmann ? Et il faut alors remonter à celui dont on considère qu'il a été le fondateur de la science économique moderne, Adam Smith, qui publie les Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776. Tous ces auteurs ont contribué au débat autour du libéralisme, à la formation d'une critique radicale ou d'une défense dogmatique, à l'émergence de branches qui se distinguent progressivement. Autant d'éléments théoriques et philosophiques qui ont contribué à la formation du néolibéralisme. Nous détaillerons tous ces éléments dans d'autres capsules. Mais il s'agissait aujourd'hui d'établir une ligne temporelle qui nous permette d'identifier le grand mouvement qui a donné naissance au néolibéralisme en tant qu'ensemble de politiques économiques. Or, plus on remonte la ligne temporelle que nous avons entamée dans les années 1990, plus on trouve des auteurs dont les questionnements ne concernent pas seulement la place de l'État dans l'activité économique, le niveau des impôts, le niveau des dépenses sociales. En fait, interroger le néolibéralisme, c'est interroger le libéralisme, ou plutôt les libéralismes. Et c'est en réalité interroger la modernité tout entière. Comme le suggérait il y a plus de 40 ans le politiste Pierre Rosanvallon, on ne peut pas lire Smith sans s'intéresser au questionnement des philosophes des Lumières. On ne peut pas lire La richesse des nations sans lire le Léviathan de Hobbes. Mais ceci est une autre histoire qui se comptera dans de nombreuses autres capsules.